Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de notre analyse sur Microsoft. Donc, vous savez qu'on a parlé de Microsoft ici, je pense, c'était à la période du mois de mars 2021, 2022 plutôt. Donc, on va regarder ici, on fait Microsoft. D'accord. Une fois qu'on met Microsoft, qu'est-ce qu'on ajoute derrière? On ajoute derrière Top Invest. OK? Validé. Et voilà, on tombe sur l'analyse de Microsoft. C'était il y a 6 mois. Donc 6 mois, je pense que c'était au mois de mars ici. Donc on clique sur la vidéo, on met pause. Voilà. Donc sur cette vidéo-ci, on était à 299 dollars l'action au mois de mars 2022. Donc selon l'analyse qu'on avait fait ici, on avait pu 3 hypothèses différentes. Premièrement, on avait pris un revenu de 185 milliards, état stationnaire. Je pense que c'était les revenus de 2021. D'accord. Deuxièmement, on avait pris comme marge de free cash flow 30% de free cash flow. D'accord. Et en troisième partie, on avait utilisé des PER de 25. OK. Donc, vu qu'on a fait 3 hypothèses, on a fait la première hypothèse avec le 185 milliards, 30% de free cash flow, avec, sans prendre en considération la croissance, avec 25 fois les bénéfices, on était à 192 dollars. On a pris la même hypothèse à 185 dollars, maintenant avec 10% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années, dont 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Donc c'était de 2022 à 2026, d'accord. On avait 5% de croissance en moyenne, ce qui nous donnait à peu près un revenu à 196 milliards par là, si je ne me trompe pas. Ça me revenait ici à 104, donnez-moi juste un instant. Donc quand on faisait 185 ici multiplié par 1,6, voilà, ça nous donnait ici à peu près 296 milliards par là. Donc 296 milliards ici, 30% de ce montant-ci, d'accord, donc fois 0,3 ici, 25 fois les bénéfices, divisé par la dette nette, divisé plus le cash net plutôt, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici aux alentours de 303 dollars l'action. Donc ça c'est avec un tout petit peu de croissance. Et donc, troisième hypothèse, c'était l'hypothèse optimiste, toujours avec la même base, toujours le 196 milliards le 296 milliards de revenus, dont le 10% de croissance par rapport en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, on arrivait ici à une valorisation, quand on arrive à 296 milliards, j'enlève 35% de marge bénéficiaire. Au lieu de 30%, maintenant j'ai 35%. Pourquoi? Parce que la marge bénéficiaire de Microsoft augmente de plus en plus. Donc, l'hypothèse de départ était la suivante. Donc, si la marge au moins a été de 30% en moyenne sur les années précédentes. Sur les dernières années, on constate qu'on a 35%. Donc, si le 35% perdure, voilà ce qu'on pourrait avoir un peu de croissance également. Donc, c'était ça notre troisième hypothèse, ce qui fait qu'on a eu à peu près 103 milliards en termes de bénéfices nets, 25 fois les bénéfices divisés par le nombre d'actions, on était à 352 dollars l'action. Donc, selon ces différentes analyses, là, je vous avais dit que personnellement, qu'importe ce qu'on va choisir ici, pour moi, Microsoft restait une compagnie de croissance. Oui, on aura sans doute une croissance minimum de 5%, d'accord. Il y a de fortes chances que ce soit au moins de 5%. Mais on ne va pas l'acheter juste à ce prix-là. On était à 300 dollars l'action, il n'y a pas de marge de sécurité. Personnellement, d'habitude, la marge de sécurité que je vais prendre, ça sera divisé par 2. Donc, si j'évalue l'entreprise avec une bonne probabilité, d'accord, s'il y a de fortes chances qu'on puisse avoir le 352 dollars l'action, d'accord, je vais peut-être l'acheter aux alentours de, voilà, je vais l'acheter aux alentours de 175 dollars par là, d'accord, 175 dollars. 250 dollars, c'était le prix que j'avais fixé ici minimum. Donc, à partir de 250 dollars, on commence à réfléchir. Parce que la croissance de Microsoft peut être plus élevée que ça. On a juste pris une croissance sur les 5 prochaines années. Il se peut qu'on ait 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. Après à partir de la 6e année, on a 5% de croissance. Vous voyez, la croissance va diminuer, mais il y aura toujours un tout petit peu de croissance. Donc, les compagnies de croissance, le meilleur moment pour les acheter, c'est quand la croissance n'est pas inclue dans le prix. Donc, c'est-à-dire qu'idéalement, on aimerait avoir une entreprise comme Microsoft aux alentours des 200 dollars l'action, 250 dollars l'action. OK. Alors, je ne dirais pas un an plus tard, mais Microsoft publie ses résultats financiers le résultat financier annuel au mois de juin de chaque année. Donc, présentement, en 2020, à l'heure où je vous parle, Microsoft a déjà publié ses résultats annuels pour 2022. Donc, ses résultats annuels ne se terminent pas en décembre, mais son année fiscale se termine en juin. D'accord? Donc, on a les résultats annuels qui sont qui sont très bons, il faut dire la vérité. Et ils sont bons, mais il y a une partie qui n'est pas bonne. La partie qui est bonne généralement, c'est le cloud. Donc le cloud, tout se passe bien. La partie également du software, donc les trucs comme Microsoft 365, les choses comme ça se passe également très bien. Mais la partie qui concerne par exemple LinkedIn et la partie qui concerne les hardware, donc généralement la gamme Microsoft Surface, la gamme Xbox, cette partie-là est en baisse présentement. Et bon, c'est normal, c'est du hardware, mais également, peut-être également, vu que
LinkedIn, c'est la pub. Littéralement, la pub a baissé ici. Et quand on parle de la pub a baissé, ça peut également vous donner des idées par rapport à Google ou par rapport à Microsoft, qui sont des entreprises, ou par rapport à, comment on appelle ça, ou par rapport à Facebook ou Meta, qui sont des entreprises qui ont besoin, qui comptent énormément sur la pub. Donc, vous pouvez vous dire OK, si Microsoft dit que la pub a eu un impact négatif sur LinkedIn, c'est vrai que LinkedIn, ce n'est pas YouTube, ou bien LinkedIn, ce n'est pas Facebook ou Instagram, mais ça vous donne déjà une idée générale en fait. Donc ça vous permet de voir à peu près quand les résultats financiers de Google ou bien de Meta vont sortir, à peu près qu'est-ce qu'ils disent à ces niveaux-là. Donc, il y a eu les dépenses en marketing sont en berne. Et les dépenses en marketing en berne, ça veut également dire que les entreprises économisent de l'argent présentement parce que la période est assez compliquée. Okay? Rappelez-vous, pendant la pandémie, il y a eu énormément de dépenses en termes de marketing. Maintenant, vu qu'il y a un ralentissement, on dépense de moins en moins en marketing parce que c'est une dépense, c'est un coût variable. On peut l'annuler du jour au lendemain. D'accord? C'est plus compliqué, c'est moins compliqué que de virer des gens. D'accord? Donc faites attention à ça. Ça vous donne déjà une idée générale de l'économie. Donc souvent, suivre à peu près les dépenses en marketing, la pub, etc. Ça vous donne une idée générale de l'économie avant même que les choses ne se présentent. D'accord? Parce que nous, on a l'information quand ça s'est déjà passé. Donc ici, ça vous permet déjà de voir en moyenne. Donc quand vous avez des entreprises, en fait, vous pouvez recoller les morceaux, en fait, avoir une idée générale de l'économie juste en ayant des entreprises qui exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, si vous avez une entreprise qui exerce dans le secteur maritime et gagne beaucoup d'argent, vous allez vous dire que secteur maritime gagne beaucoup d'argent. Moi, j'ai une entreprise ici, par exemple, qui vend des ordinateurs. Ça veut dire qu'on sera peut-être impacté par le coût du transport. Donc, ça pourrait m'impacter au niveau de la marge brute. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, on revient sur les rapports financiers de Microsoft. Là, j'ai décidé d'être assez discipliné et ne pas m'éparpiller. Donc, on va sur Microsoft, les résultats sont bons. D'accord? Les guidance également, donc c'est-à-dire que les prévisions à court terme, donc pour le premier trimestre 2023, parce qu'ils sont déjà en 2023. Pour le premier trimestre, ils ont des guidances après assez élevées. Ils prévoient à peu près 49 milliards, un truc comme ça. Donc, on va étudier Microsoft ici en état stationnaire. Et quand je parle d'état stationnaire, c'est par rapport aux revenus actuels. OK? Donc, vu que Microsoft a bouclé son année fiscale en juin, d'accord? C'est-à-dire qu'actuellement, on a 198 milliards de revenus. OK? Je suis très gentil. Je vais prendre en considération les prévisions des analystes, tout en sachant que ça peut changer également. Donc, faites attention. Microsoft, c'est une compagnie de croissance. Oui, on peut avoir une année en légère décroissance ici, mais sinon, dans l'ensemble, on a un bel avenir devant nous. OK? Donc, les analystes ici, qui sont toujours aussi optimistes, vous voyez qu'ils augmentent leur prévision à chaque fois. Donc, vous voyez ici qu'ils s'attendent à peu près à avoir, pour l'année fiscale 2023, 222 milliards. Alors, pour l'année fiscale 2023, 222 milliards. Je vais regarder ici, donc sur mon autre logiciel qu'on appelle Ticker. Ça, c'est la version payante, donc vous ne pouvez pas avoir cette information si vous ne payez pas. Alors, ici, on s'attend à peu près, ils disent que en 2023, ils s'attendent ici à avoir à peu près en moyenne 220 milliards. Donc là-bas, on a 220, là, on a 200, on a 200, là-bas, on a 222, là, on a 220. Je prends 220 milliards. Et sachez que c'est déjà une croissance, la croissance est déjà inclue. Et ça concerne les résultats de 2023. D'accord? Donc, entre juillet 2022, entre juin 2022 et juin 2023. D'accord? Donc, 222 milliards, la croissance est déjà inclue. Je ne vais pas prendre en considération une croissance plus élevée ici. Même si je pense qu'on a une croissance plus élevée ici, on a un potentiel de croissance ici entre 5 à 10% en moyenne. Donc, on fait d'abord la différence ici. On va voir 220 divisé ici par 198. Ça nous donne ici 11% de croissance. Donc, ça représente une croissance de 10% ici. Moi, je vais me protéger. On va se dire, OK, 10% c'est possible. Surtout que Microsoft fait beaucoup d'acquisitions dans le domaine du jeu vidéo ici. Et je pense qu'il y a un bel avenir dessus. D'accord? Ils sont très en avance à ce niveau-là. Donc, on continue. Free cash flow. Le free cash flow ici aura tendance à être plus élevé. Quand on prend les marges ici, d'accord? Je prends les marges nettes ici. Margin. Donc, margin. Voilà. On va margin. On va juste vérifier ça ici. On prend les marges net income ici. On va juste mettre la médiane. Qu'est-ce qu'on obtient? 26%, 5 dernières années, 31%, 3 dernières années, 34%. Les 3 dernières années. Là, vous voyez qu'actuellement, on est à près de 35%. Donc, on doit se dire ceci. Microsoft a pour ambition d'augmenter ses marges. OK? Vous voyez que l'augmentation des marges ici, depuis 2019, c'est le cas. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Vous voyez que littéralement, à partir de 2019, il y a eu un gros changement ici. On augmente les marges. Donc,
Je vais prendre des marges de 35% ici. Donc, je vais être très optimiste pour ces marges-là. D'accord? 35%, surtout qu'à ces niveaux également, quand on prend en considération les prévisions des analystes, toujours à prendre avec des pincettes, on voit ici que les marges auront tendance à augmenter. Donc, free cash flow, net income. Quand vous prenez ici net income, vous voyez ici que la partie en vert, on est à peu près aux alentours de 35. Regardez cette partie à partir de ce niveau-ci, on est à peu près aux alentours de 35. OK? Quand on prend les free cash flow, on est également aux alentours de 35. On va prendre 35. OK? On a été optimiste dessus. 35. Nombre d'actions ici, Microsoft rachète énormément ses actions, donc on peut se dire que le nombre d'actions ici aura tendance à diminuer. Semble-t-il qu'également ils ont augmenté leurs dividendes, mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas une métrique qui m'intéresse énormément parce qu'à la fin de la journée, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'entreprise. Le dividende reste à peu près une politique d'allocation du capital. Donc, si l'entreprise est belle, il y aura un dividende, c'est une certitude. Donc, on est ici à 7 milliards 540. Donc, vous pouvez voir ici que l'évolution ici du rachat d'actions ici, on va mettre ici from grow down from peak, on met ça ici. Vous voyez que sur les, voilà, bon, on va mettre les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années ici, depuis 2014, depuis à peu près 2012, Microsoft a racheté 11% de ses actions. 11% au total. Donc, si on essaie de monter un tout petit peu plus haut que ça, bon, on n'a pas plus haut que ça, mais bon, ici, ça représente juste 11%. Donc, c'est beaucoup, d'accord? Surtout qu'elle continue à le faire. Là, à partir de 2008, vous voyez que c'est 21%, d'accord? On a 21% en moins par rapport au nombre d'actions. Ouais, là, on essaie de retourner ici un peu plus loin que ça. Là, je suis un peu ici aux alentours de 97. On a 32%. Donc, depuis 97, ils ont réduit le nombre d'actions de 32%. On aime ça. Moi, j'aime les entreprises qui rachètent leurs actions. Pourquoi? En fait, parce que c'est un dividende déguisé. D'accord? Surtout pour ceux qui sont en période d'accumulation, je pense que je l'ai assez expliqué dans la plupart de mes vidéos. Donc, c'est plus en termes de taxes ici, je préfère le rachat d'actions plutôt que le paiement d'un dividende. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous me payez un dividende, le but du jeu, en fait, quand vous êtes en période d'accumulation, est de repayer les actions de la même entreprise avec le dividende, en fait. Donc, généralement, les entreprises américaines proposent souvent le Dividend Reinvestment Plan. Donc, ils ne vous versent pas le dividende, mais ils rachètent directement les nouvelles actions avec vos dividendes. Mais ici, quand on vous paye, quand ils rachètent ici leurs actions eux-mêmes, d'accord, ça veut dire que par ricochet, vous avez comment on appelle ça, votre part du gâteau augmente au sein de l'entreprise et au niveau des taxes, c'est plus économique, d'accord? Donc ici, c'est 7 milliards 540, on va mettre 7 milliards 540 ici en termes de nombre d'actions, 7 milliards 540, 7,54 4 en billion. Le PER. Le PER ici, je vais mettre 25 parce que c'est une entreprise qui va s'échanger généralement avec des multiples très élevés, tout en sachant que si on a une période actuelle très très difficile, les PER pourraient également baisser, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc je vous ai dit, jouez avec les PER de 20 et 25. Essayez de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. D'accord? Il ne faut pas juste être dogmatique sur un PER. Faites attention, surtout que Microsoft a eu tendance à avoir une moyenne de PER aux alentours de 20 fois les bénéfices, peut-être même inférieur à 20 fois les bénéfices, parce que pendant plusieurs années, c'était une entreprise qui s'échangeait aux alentours de 10 fois les bénéfices. Oui, Microsoft, c'était une entreprise qu'on vendait à 10 fois les bénéfices pendant plusieurs années. Donc, vous voyez, sur les 20 dernières années ici, nous avons 23 fois les bénéfices. Entre 2009 ici et 2012, Microsoft se vendait à 10 fois les bénéfices. Je dis bien 10 fois les bénéfices. Mais attention, ce n'est pas la même entreprise qu'aujourd'hui. À partir de cette période-ci, on n'avait pas encore le cloud, on n'avait pas encore le Satya Nadella, etc. Donc, j'ai parlé de Microsoft sur une des précédentes vidéos ici, vous pouvez aller la revoir. Donc, ici, sur les 20 dernières années, on s'échange à 23 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 27 fois les bénéfices. Donc, on est très optimiste sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 33 fois les bénéfices. Moi, je prends 25 fois les bénéfices maximum. Et ça, c'est juste parce qu'il y a de la croissance ici. Sinon, je serais même tenté à prendre 20 fois les bénéfices. OK? Je prends 25 fois les bénéfices. Au niveau de la dette nette, Microsoft n'a pas de dette nette. Elle a plutôt du cash net. Elle a la capacité de souffrir. C'est exactement le genre d'entreprise que j'aimerais favoriser en période difficile. D'accord? Et ici, on a à peu près du cash net aux alentours de 26 milliards par là. Donc, avant, on avait 51 milliards. Là, on a 26 milliards. OK? Donc, faites attention ici. Le cash net a encore diminué. Sans doute, on a fait... Je pense également qu'il y a l'acquisition de Activision Blizzard sur la table, ce genre de choses-là, le rachat d'actions. Donc, en tout cas, on a 26 milliards en cash. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se vanter d'avoir du cash de 26 milliards. Donc, vous avez également l'entreprise de Warren Buffett qui, je précise, n'est pas un investisseur dans les dividendes. J'entends trop parler de Warren Buffett investit dans les dividendes et réinvestit. Non, pas du tout. Il n'investit pas les dividendes, il achète leur qualité à bon prix. C'est tout. Alors, on continue ici. La qualité du dividende, ici on va y revenir. Alors, on a tous les éléments ici pour faire l'évaluation de cette compagnie ici. Je vais aller très vite, très rapidement, d'accord? On va faire simple. 220 milliards, estimation 2023, je précise, d'accord? Poids 0,35, marge bénéficiaire, multiplié par combien? 25 fois les bénéfices,
plus le cash net actuel aujourd'hui qui est de 26 milliards, donc 26 milliards ici, donc divisé par le nombre d'actions qui est de 7 milliards 540 millions, donc divisé ici par 7,54, on a une valorisation ici aux alentours de 258 $ l'action. 258 $ l'action. Donc au prix actuel, donc je vais juste mettre ici X25 égale 258. Donc au prix actuel, à 25 fois les bénéfices par rapport aux prévisions de 2023, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Et je dirais que ça pourrait même représenter une opportunité d'investissement parce que là maintenant, le prix qu'on a n'inclut pas une croissance élevée. N'inclut pas c'est vrai que 25 fois les bénéfices, pour une compagnie technologique, voilà, c'est assez correct, mais pour une compagnie technologique qualitative, c'est déjà un assez bon prix ici. Donc 25 fois les bénéfices ici, Microsoft a du potentiel. Microsoft, au prix actuel, c'est du potentiel. Donc maintenant, on a déjà inclus la croissance de 2023. Attention. On aura 2024, 2025, 2026. Si on a une croissance de 10%, tant mieux. Les analystes ici s'attendent à quoi? Je vous ai dit que les analystes s'attendent à avoir à peu près en 2027 361 milliards de dollars avec des marges de 35%. On va jouer un petit jeu. Imaginez que ça arrive dans un environnement, voilà, idéal. On va le dire comme ça. 361 milliards. Parce que moi, je prends tout ça avec des pincettes. Faites attention. C'est très facile de mettre la croissance sur le papier, d'accord? Le plus important pour avoir à peu près une idée de la croissance d'une compagnie, il faut regarder la taille des industries dans laquelle l'entreprise opère. Par exemple, dans le cloud, quelle est la taille? Quelle est l'évolution du marché total dans le cloud? Qui sont les compétiteurs? Quelles sont les marges qu'on pourrait avoir? Dans le service des logiciels, quelle est la taille? Dans le service de la pub Internet par rapport à leur truc de LinkedIn et leur moteur de recherche, je pense, comment il s'appelle encore? J'oublie souvent. Bing. Quelle est la taille, quel est le prix, voilà, quelle est la taille du marché et qui sont les compétiteurs, etc. Donc, faites attention, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas juste prendre quelque chose comme ça qui est sur le papier parce que c'est très facile d'estimer la croissance. C'est très, très facile sur le papier. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Personne ne prévoit une pandémie, d'accord? Personne ne prévoit une guerre mondiale, d'accord? Donc, le futur est littéralement incertain. C'est pour ça que pour les compagnies de croissance, ne vous amusez pas à inclure la croissance et vous dites, OK, l'entreprise, c'est une entreprise de croissance, je l'achète aujourd'hui. Non, non, non. Achetez-la déjà à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, je me dis que mon raisonnement derrière, c'est ceci. Si au prix actuel, Microsoft arrive au moins à garantir, à maintenir le 198 milliards qui est prévu en 2023, le 220 milliards qui est prévu en 2023, je suis assez correct. Si elle arrive à maintenir les marges de 35% qu'elle a eues ces 3 dernières années, je suis assez correct également. Donc, c'est ça la base de mon raisonnement. Parce que s'il y a un changement au niveau, ne serait-ce que des marges, ce raisonnement-là tombe complètement à l'eau. C'est pour ça qu'il faut suivre les entreprises au jour le jour et se garder une assez bonne marge de sécurité. Donc, en achetant en compagnie ici aujourd'hui, je sais que j'ai une protection par rapport à la croissance future. Croissance future, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. D'accord? Mais maintenant, est-ce que je vais l'acheter en incluant une croissance, etc.? Non. C'est juste des hypothèses. Je dis ici que le prix actuel est bon. Ça n'inclut pas la croissance. D'accord? Mais maintenant, si on inclut la croissance, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Donc, on va s'amuser à voir ce que les analystes pensent. Les analystes pensent qu'on aura 35% de marge en 2027. OK. Multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord. Divisé par le 7 milliards. On a combien d'actions ici? 7 milliards combien? 7 milliards 540. Sans doute, on aura moins à cette période-là. 7 milliards 540. Je ne prends même pas le cash net, disons, qui va me disparaître, qui sera à zéro. Donc, disons ici par 7 milliards 540. On arrive à combien? 418 $ l'action. Minimum. OK, 418 $ l'action, on l'achète à 237 $. Admettons qu'on va jusqu'en 2027 ici, divisé par 237, ça fait combien? 1,76 exposant 0,2. On s'attend à peu près uniquement par rapport à la performance, 12% en moyenne. Et ça ne prend pas en considération le versement d'un dividende ou bien le rachat d'actions. OK, donc on peut atteindre les 400 $ si on est trop optimiste. Donc, au prix actuel, je vous ai dit, Microsoft représente une opportunité d'investissement parce que ça n'inclut pas en considération la croissance et je vais me limiter au prix actuel qui est de 258 $ l'action. Donc, le prix actuel, 237 $, c'est pas qu'il n'y a pas une opportunité d'investissement, c'est pas qu'il n'y a pas de ma marge de sécurité, en fait, c'est la croissance. C'est ça ma marge de sécurité. Donc, ma marge de sécurité, c'est la croissance élevée. Au pire, je ne gagne rien et la croissance et le revenu reste stable, ce qui est très difficile à croire. Donc, 258 $, les marges restent stables. D'accord? Au mieux, j'ai une croissance de 10% en moyenne. Même si c'est 5%, je sais déjà que la croissance sera là et les marges auront tendance à être plus élevées. Donc, je suis assez correct pour ça. Microsoft représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Vous voyez, la patience, ça paye. On avait 300 $ là-bas
Et aujourd'hui, on nous vend la même chose à 247 $. Et il n'est pas exclu que monsieur le marché se réveille demain matin avec la même entreprise, le même potentiel de croissance à 120 $. Donc faites attention, ce n'est pas le prix de l'action qui doit vous driver en fait. Quand je dis le prix de l'action, ce n'est pas la courbe. Voilà, ce n'est pas le price action ici qui doit vous diriger. Non, pas du tout. C'est la qualité de l'entreprise, c'est la capacité de l'entreprise à générer les flux de trésorerie stables et croissants qui doivent vous encourager. OK? Donc ça, quand le prix baisse de 330 à ici, ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que déjà à ce niveau-ci, je savais que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un prix qui allait m'intéresser. Aujourd'hui, on est à 237. Là, ça commence à m'intéresser. La patience, ça paye toujours. Donc, en termes de dividendes, alors, on va aller sur le dividende rapidement ici. Donc, on ferme ça. Donc, le dividende ici est de combien? Donc, c'est un dividende qui est croissant année un peu. C'est une compagnie qui sera un dividende aristocrate, certainement. Donc, c'est une compagnie de croissance ici. Elle verse un dividende assez croissant année après année. Vous allez aller regarder le taux de croissance du dividende. Ça, ce sont des choses, je pense que c'est très facile pour vous de le faire parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire rapidement. Donc, ici, on verse un dividende de 1,14% et ce n'est pas comme ça que vous devez voir les choses. OK? Je vous explique. Oui, Microsoft vous verse 1,14% en termes de dividendes. OK? Ça représente à peu près ici, voilà, c'est un rendement de 1,14%. D'accord? Mais Microsoft ici, c'est 2,48 $ par action. Mais regardez, celui qui a acheté les actions de Microsoft en 2009 à 15 $, je dis bien 15 $, disons même 16 $, 2,48 ici, divisé par 16 $, 16 $ à l'action, il a combien? 15% de rendement. Lui, il a déjà 15% de rendement aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas. La seule manière pour vous d'avoir quelque chose d'équivalent, c'est d'acheter une compagnie qui a la capacité d'augmenter ses bénéfices nets année après année. Pas une entreprise qui a la capacité d'augmenter ses dividendes année après année. Ça n'a pas de sens parce qu'on vous verse le dividende avec les bénéfices nets. Donc, ça dit que le bénéfice net doit être littéralement plus élevé que le dividende. Et comment est-ce qu'on voit ça ici? Regardez, nous avons Microsoft ici qui prévoit à peu près avoir aux alentours en 2023, on sera à 220 milliards. On aura à peu près 77 milliards en termes de bénéfices nets. 77 milliards ici divisé. Donnez-moi juste un instant, je prends ici 220, d'accord, fois 0,35. On fait ici 77 milliards, divisé ici par la capitalisation boursière actuelle qui est de 1 trillion 774. Donc, on va ici faire divisé par 1,774. Ça vous donne ici un rendement de 4,34%. Donc, si Microsoft vous reverse la totalité des dividendes ici aujourd'hui, la totalité des free cash flow de 2023 estimé ici aujourd'hui, en dividende, vous aurez un rendement de 4,34%. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en date d'aujourd'hui, j'ai déjà 4,34%. Et ce 4,34% pourra être plus élevé si on a une croissance élevée de 10% par exemple. En moyenne, sur les 5 prochaines années, ça pourrait monter à 7%. OK? Donc, si on a plus que ça, tant mieux. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, le dividende ici, il est safe, ce n'est même pas une question à poser, d'accord? Par rapport, on a un potentiel de verser 4%, ici on verse 1,1%. Mais n'oubliez pas également qu'on rachète le nombre d'actions, on rachète les actions ici. Donc, l'entreprise vous reverse plus que ça. C'est pour ça qu'il faut faire un 360. On ne regarde pas juste le dividende. Shareholder yield, j'en parle toujours ici. Donc, Microsoft vous a versé en termes de dividende 1,14%, mais si vous regardez bien, elle vous a versé au total sur les 12 derniers mois 3,27%. Le dividende plus le rachat d'actions a eu un impact positif de 3,27% sur l'ensemble de vos actions. D'accord? Vous ne le voyez peut-être pas. Donc, faites attention à ça. Parce que votre bénéfice net également a augmenté parce qu'on a racheté vos actions. OK? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Allez au-delà du dividende. Concentrez-vous sur la qualité des actifs et essayez de comprendre quels sont les risques d'investissement ici. Parce que là, on peut sembler très, très optimiste, mais également, il y a toujours des risques dans un investissement, enfin, sur une compagnie. Donc, je vous ai toujours dit que la partie que vous pouvez regarder, par exemple, c'est la partie le revenu. Microsoft a publié ici, je pense, ses résultats annuels. Je pense qu'ils sont déjà disponibles ici. Donc, sur les résultats annuels, allez-y regarder la partie risque. D'accord? Allez regarder la partie risque. Imprégnez-vous à peu près du risque lié à un investissement dans cette compagnie-ci. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord? Donc, une compagnie, ce n'est pas que des bonnes nouvelles, c'est également des mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'il est très facile de regarder une entreprise croissante sur une longue période de temps dans le passé. C'est très facile dans le passé, mais il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Vous pensez que Warren Buffett, entre 1980 et aujourd'hui, vous pensez que c'était facile de détenir du Coca-Cola? Allez-y regarder le niveau d'inflation à cette période-là. Donc, tous ceux qui ont peur, etc., ça fait partie du game. Étudier l'histoire des marchés, c'est très important, c'est un avantage exceptionnel. Et étudier l'histoire, c'est la même chose qui revient. Il y aura un changement, etc. On a peur de la monnaie, la dette américaine, machin. À la Seconde Guerre mondiale, voilà, les États-Unis ont pris le pouvoir avec le dollar, etc. Donc,
Avant, on avait les Anglais. Est-ce que les gens sont morts? On a arrêté le dollar, la convertibilité du dollar ici en or. Est-ce qu'on est mort? Non. Il y a toujours quelqu'un qui va réfléchir pour vous. Donc, évitez les marchands de mort. Évitez les gens qui sont pessimistes à long terme. Et comme j'ai regardé une vidéo ici de, comment il s'appelle encore, de Victor Ferry. Il y a une chaîne ici qui parle d'investissement, Victor Ferry, qui parle d'investissement. Alors, il partage son expérience. Hein, donc, j'ai bien aimé. Il a sorti une vidéo aujourd'hui. Ça s'appelle les bonimenteurs. Et effectivement, vous allez voir beaucoup de bonimenteurs présentement. Les gens qui auront toujours des bons coups. D'accord? Qui vont toujours sortir au bon moment, qui auront toujours énormément de cash. C'est cette vidéo-ci, ça crache, attention aux bonimenteurs. Je ne suis pas très d'accord avec tout, surtout la partie qui concerne Warren Buffett qui achète des compagnies à dividendes. Non, je pense qu'il y a beaucoup de désinformations sur Warren Buffett dans la communauté francophone. Et je l'ai toujours dit.